Bonjour Bonjour. Marie-Claude Léguillon. Oui, Tu es... l'aiguillon. Oui, première erreur. Non, Tu es conseillère régionale sortante et tu es en responsabilité, enfin tu as pris des responsabilités au sein de la commission formation adulte. oui, Tu peux nous en dire plus sur cette formation? bien volontiers. Donc, en début de mandat, j'ai donc eu la commission 2 où je siège depuis maintenant 5 ans et demi. Et la Ouais. commission 2, c'est tout ce qui touche à la formation initiale, donc tout ce qui sont les lycées, la formation professionnelle pour adultes et l'aménagement du territoire également sur la formation initiale. Donc, à l'intérieur de cette commission, nous sommes plusieurs élus et nous travaillons à des différents projets, à de la prospective également sur, sur l'avenir de l'Auvergne au travers de sa formation pour élever l'humain. D'accord. Toujours. D'accord. Toujours. Combien d'élus à peu près travaillent dans cette commission, grosso modo? 5-6. 5-6. Oui. C'est un petit groupe de Ah, travail. oui, toujours. C'est un petit groupe de travail de 5-6 personnes avec des élus de différents bords, puisque la région, voilà, nous sommes en majorité, mais Oui, bien sûr, voilà. mais diversifié. Diversifiés. Qu'est-ce que je veux dire? Cette commission, elle travaille pour toute l'Auvergne. Oui, pour les, tout pour à les fait. 4 départements Pour les d'Auvergne. 4. Vous avez des dossiers qui vous viennent des pôles emploi. Si j'ai bien compris, c'est Tout à fait. le pôle emploi qui vous envoie les dossiers pour les formations. Sur une commission d'attribution des aides individuelles, ce qu'on appelle, dans cette commission-là où j'ai siégé, eh bien, c'est le Pôle emploi qui nous adresse les demandes des demandeurs d'emploi. D'accord. Toujours, hein, il faut passer par le Pôle emploi pour que le dossier soit examiné dans cette commission. Combien vous avez, grosso modo, à l'année, de dossiers à traiter sur l'ensemble de l'Auvergne? Tu as une idée? Ça doit être important. Oui, c'est très important parce qu'on se réunit tous les 2 mois à peu près. Tous les 2 mois. Oui, tous les 2 mois dans cette commission, environ, je dirais, par commission, on peut examiner jusqu'à 90 dossiers. 90 dossiers par Oui, commission. parfois c'est un petit peu plus, un petit peu moins, 40, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on nous adresse comme dossier, mais nous n'avons pas que cette commission d'attribution. Nous avons tout ce qui touche à la formation professionnelle, y compris les décisions par appel d'offres de financer les formations groupées, c'est-à-dire les formations collectives, ce qu'on appelle. D'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose dans les compétences de la région qui est très importante. Très bien. Par les organismes de formation, nous lançons des appels d'offres, les organismes de formation répondent, nous examinons dans cette commission d'appel d'offres qui va prendre en charge, par exemple, la formation collective du moniteur éducateur, et là, le Pôle emploi aussi envoie les gens en formation collective qui est pris en charge par la région. Cette formation est prise en charge par la région. Vous travaillez avec le GCAC? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Nous avons aidé également toutes les formations d'insertion. Oui, bien sûr. Avec d'autres, avec l'AFPA, on travaille avec le GRETA, on travaille avec les organismes qui font appel. Voilà. Qui font appel et donc qui font de la formation. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Sur Montluçon, il y a beaucoup de dossiers qui vous parviennent de Montluçon, de Montluçon, de la Haute-Loire, du Cantal, oui, de partout. Bien, mais c'est ce qui nous intéresse pour regarder. Oui, ah d'accord. Un peu Montluçon. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Montluçon, rappelons-le, c'est un triste record, détient le record quand même du chômage sur toute l'Auvergne. Et on est à plus de 12% de chômeurs. C'est ça. On peut penser qu'effectivement, il y a un gros besoin de formation sur cette ville. D'où ma question de savoir si effectivement il y avait beaucoup de dossiers qui venaient de Montluçon. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui viennent de Montluçon, comme de partout en Auvergne, hein, mais il y a un dispositif qu'on a mis au point sur lequel nous avons beaucoup travaillé au Conseil régional qui s'appelle le SIEG, Service économique d'intérêt général, pour des demandeurs d'emploi de longue durée, des demandeurs d'emploi qu'on amène à une préqualification ou une qualification.
Et là, nous avons voté 44 millions pour 4 ans, 11 millions d'euros par an. Et ce SIEG va sur tous les territoires, hein, c'est-à-dire que nous les retrouvons aussi bien à Sérilly qu'à Mauriac, qu'à Aurillac, mais pas que dans les grandes villes. Ce dispositif de formation est vraiment au plus près des territoires pour amener les demandeurs d'emploi de longue durée vers un retour à l'emploi, vers une activité et vers quelque chose qui va les amener à de la qualification pour qu'ensuite ils puissent aller à l'emploi. Alors moi, à ce stade-là, moi j'ai envie de te poser une question parce qu'elle me brûle les lèvres. On le voit tous, on ne peut pas passer quasiment une semaine sans apprendre des plans de licenciement, des plans sociaux de grande ampleur maintenant, hein, puisque je rappelle par exemple Air France, c'est 2900 suppressions d'emplois qui sont annoncées, Arriva, c'est 2700, alors certes, ils ne sont pas dans la région, c'est clair. Non, mais cas, bon, on a vécu on est dans cette logique générale qui fait qu'on a une volonté absolue de gagner des marges sur le salariat, c'est-à-dire essayer de diminuer au plus la main-d'œuvre pour générer des profits. C'est comme ça en tout cas qu'on peut le voir. Vous n'avez pas l'impression, quand vous faites de la formation comme ça, de travailler dans le vide, puisque le marché de l'emploi se raréfie d'une manière terrible? Jamais. Ça doit être quand même difficile dans un contexte économique qui est hyper défavorable pour les salariés, de retrouver du travail, même avec des qualifications. Alors, il y a beaucoup d'offres d'emploi, il faut le savoir, qui ne sont pas pourvues. Oui, mais pourquoi? Parce que justement, il faut qu'on travaille sur la formation professionnelle des individus pour mettre en adéquation les offres d'emploi et les individus. Et je pense que c'est par une très bonne formation que l'individu retrouvera du travail. En même temps, on parle de remettre en adéquation l'offre de travail avec les individus, c'est pas plutôt mettre en adéquation l'individu avec la place de travail. Mais là, on sait très bien, et tout le monde le sait, que les offres d'emploi qui ne sont pas pourvues sont souvent des emplois mal payés, qui sont avec des conditions de travail extrêmement difficiles et des horaires de travail très difficiles. Moi, je pense par exemple à la restauration, je pense à ces métiers comme ça, où on a effectivement des offres, mais avec des salaires très petits, des conditions de travail dégradées. Est-ce que c'est ça, mettre en adéquation? Non, certainement pas. Non, certainement pas. Moi, je vois que à chaque fois que nous avons financé, parce que nous faisons ensuite, on fait un bilan des formations que nous avons financées à la région, hein. Nos services regardent ce que ça a pu, parce que c'est inutile de dire à quelqu'un on va vous financer votre formation, si de toute façon on sait que dans ce métier-là, il n'aura pas de travail après. C'est pas la peine. C'est donner de l'illusion et humainement c'est difficile à supporter. Donc on sait que la plupart du temps, ces individus ont un taux d'insertion formidable. Donc la formation est importante. C'est primordial pour un retour à l'emploi. D'accord. Et ça, nos services le font. Nous avons des bilans à chaque fois. Et nous avons des fonctionnaires régionaux qui sont sur le territoire, qui travaillent avec l'AFPA, qui travaillent avec les organismes de formation, qui sont en contact avec tous les organismes de formation. Et qui nous font remonter aussi là où la personne va pouvoir aller s'adresser et pour retrouver de l'emploi. D'accord. En même temps, vous vous assurez, à minima, que les personnes qui prennent les formations le font aussi parce qu'ils ont envie de faire ce métier, ou plutôt parce que c'est là qu'il y a de la place et c'est là qu'il faut y aller. En formation professionnelle pour adultes, c'est souvent vraiment un choix. C'est pas par obligation, parce que reprendre une formation quand on est adulte, c'est pas simple. C'est quelque part retourner un peu à l'école. C'est pas toujours aussi facile. Donc il faut vraiment une grande motivation. Et donc ces personnes, d'abord, nous adressent une lettre de motivation. Souvent, ce sont des personnes qui, en lien avec le Pôle emploi, sont allées déjà voir les employeurs, ont déjà
même parfois on voit des gens qui sont restés une semaine chez un employeur potentiel. On a toute cette démarche de revenir à l'emploi. Sinon, les gens ne demandent pas de formation professionnelle. Ceux qui nous demandent des formations professionnelles ont une motivation, une grande motivation. Hein. D'accord. Parfois, la motivation ne suffit pas quand même, parce qu'il faut aussi qu'en face, on ait de la compréhension. Je m'explique un petit peu. J'ai eu des retours, personnellement, des personnes qui souhaitent s'engager dans des formations un petit peu lourdes, oui. Notamment, par exemple, pour les éoliennes, des choses comme ça. Parfois, il faut reprendre toute une formation d'électricité, mais pas que, des formations qui peuvent être lourdes. Et quelquefois, le Pôle emploi dit non, ça c'est exclu, c'est trop lourd, c'est trop long, ça... Voilà. Et donc, on a l'impression que le Pôle emploi joue un rôle de filtre par rapport au Conseil général. Est-ce que toi... Moi, je ne le ressens pas comme ça. Je pense que... Conseil régional. Je pense que le Pôle emploi, nous avons des critères pour que le dossier soit éligible, mais nous n'avons pas que cette commission. Nous finançons tout ce qui touche à la formation professionnelle et de la compétence du Conseil régional. Donc, nous avons des formations collectives à l'AFPA, qui fonctionnent, des formations qualifiantes qui fonctionnent très bien. Et puis vous pouvez demander, si vous êtes motivé à passer auprès de ces organismes de formation, et là il n'y a plus de filtre quand il y a des formations collectives. Là c'est l'organisme de formation qui fait lui-même sa sélection. C'est seulement quand vous avez une demande individuelle que le Pôle emploi nous envoie les dossiers. Mais sur tout ce qui touche aux formations collectives que nous finançons intégralement, l'individu va seul passer les tests dans cet organisme de formation, défendre son dossier et intégrer cette formation financée par la région. Très bien, donc ça veut dire que les organismes de formation... Eux ont leurs critères. Là, ont un pouvoir assez considérable là-dessus. Il n'y a pas les possibilités de passe-droit, je veux dire, qui peuvent mettre en place de préférence pour certains. Est-ce que je ne peux pas parler au nom des... sont particulièrement transparents? On ne le sait pas tout ça. Nous avons un droit de regard quand on finance une formation avec un organisme de formation. Quand même, nous avons un suivi. Vous pouvez avoir des réclamations qui vous viennent de personnes à qui on a refusé le dossier. Est-ce que ça vous arrive d'avoir... Nous avons par exemple des personnes qui par exemple, lors d'une commission d'attribution des aides individuelles, seulement des aides individuelles par exemple, à qui on a refusé parce que le dossier n'était pas suffisamment motivé et on sentait bien que c'était par défaut, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, qui a compris qu'il fallait être un peu plus en adéquation et qui nous le représente, le dossier, et qui passe sur la deuxième fois. Il faut une motivation pour intégrer une formation. C'est ce que... Bien évidemment. Voilà. Mais il y a les organismes de formation, je ne vais pas... Alors le bilan, au terme de ce mandat, quel est le bilan que tu tires de ce mandat, ces 5 ans et demi? De ces 5 ans au sein notamment de cette commission de formation, est-ce que tu... Dans la commission de formation, il y a eu tous les lycées aussi, donc qui m'ont pris aussi également beaucoup de temps. Le bilan de ces 5 ans et demi, je ne les ai pas vus passer. Alors ça, c'est clair. Tu me parlais tout à l'heure, on a un peu discuté passionnant. Avant cette interview, tu me parlais des lycées dans lesquels tu avais des responsabilités, ou tu avais... tu peux nous oui, mais c'est-à-dire que... les lycées agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture. Donc, par convention, en règle générale, ils sont présidés par une conseillère régionale. Donc, le lycée de Dur-d'Alarquy, j'ai présidé ce lycée pendant 5 ans et demi. Et une présidence de lycée agricole vous prend beaucoup de temps, surtout quand c'est un petit lycée, c'est pas péjoratif, c'est un grand lycée, mais c'est pas un énorme lycée comme Paul Constant. C'est plus prenant. Comme on sait par exemple le maire d'une petite ville, c'est très prenant aussi. Eh bien, la présidence de ce lycée m'a occupé beaucoup de mon temps et j'en suis
heureuse. On a mis en place, le conseil régional m'a suivi quand on a demandé à ce qu'il y ait la construction de l'internat, la rénovation de la cuisine. C'est des choses comme ça qui sont très importantes. L'atelier, pour tout le matériel agricole, on travaillait ensemble vraiment avec le proviseur. On a fait, je pense, on a eu un regard sur ce lycée qui a fait que ce lycée a un bon taux de demande et de réussite parce qu'il a eu de bons moyens et il continue d'avoir de bons moyens grâce au conseil régional qui l'a beaucoup suivi dans sa progression de lycée agricole. Donc tu es satisfaite, on peut le dire, au moins en tout cas sur cette partie-là. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Le lycée Madame de Staël, qui n'avait pas été rénové depuis 50 ans. Là, toute la rénovation est terminée. On vient de poser la première pierre du projet A2X au campus universitaire de l'IUT d'Allier. Il y a beaucoup de choses où il me semble que ces 5 ans ont dû apporter voilà, un plus sur notre territoire, on va dire un regard sur notre territoire qui était important. J'ai tenu je sais que le mandat de conseillère régionale est un mandat de prospective, d'avenir, mais j'ai tenu à rester une femme politique en étant une militante. On m'a vu beaucoup auprès de DMI, de Delbar. Je crois que j'ai été présente avec eux. DMI, j'ai dû passer 3 semaines, voire plus, pratiquement tous les jours à leur côté, parce que je pense que quand on est une élue politique, on se doit, si on a un souci comme ça sur le territoire, qui est vraiment important d'être à leur côté. On a pu, en étant à leur écoute, on n'a pas pu éviter ce qui est arrivé. Par contre, le conseil régional a pu mettre en place une cellule de reclassement, enfin pas de reclassement, mais d'aide avec notre attaché territorial pour les aider sur les formations, sur tout ça. Et ça a été très important. Donc ça a été un mandat très très prenant, c'est un mandat très prenant. Moi j'ai qu'un seul mandat et je n'aurais pas accepté d'avoir un autre mandat. Je ne suis pas partie à aucune autre... mandat, oui, il faut le rappeler, tu as ce mandat, uniquement ce mandat. Oui, oui. C'était ton premier mandat, hein, d'ailleurs, oui, il faut le dire. Oui, donc tu n'es pas ce que l'on appelle une cumularde. Non, je ne crois pas. C'est déjà un bon point. Je ne crois pas. Sur la réforme territoriale, et notamment, ça sera ma dernière question, parce que le temps tourne, le fait de regrouper le conseil régional sur Lyon, comment tu y vois? Ça ne va pas être quelque chose de compliqué? Est-ce que ça ne va pas éloigner notamment les Montluçonnais de leur centre du centre de décision, parce que ça va être Lyon maintenant, c'est très loin Lyon. Et est-ce que tu penses que ça va permettre de conserver la même qualité, en tout cas les mêmes rapports de liens? Alors, moi la première chose que j'ai fait quand j'ai eu ce mandat, c'est de me chercher une permanence. Parce que déjà, on me disait que Clermont-Ferrand était très très loin de Montluçon. Alors rappelons que cette permanence, c'est là où on se trouve, ici. Oui. C'est place Notre-Dame à Montluçon, tout à côté du 03 et du Talon d'Achille. Et du Talon d'Achille, comme ça tout le monde sera au moins, si certains veulent te rencontrer encore avant la fin du mandat, tout à fait. Que tu es là et que c'est tu payes ce local sur tes indemnités. Oui. C'est tout de même important de le signaler. Oui. Ça me paraissait indispensable. Je devais rencontrer, si les gens avaient besoin de me rencontrer, il me fallait un lieu. Oui. Donc c'est compliqué de leur dire, ben, venez, j'ai un bureau au conseil régional, bien sûr nous avons un bureau, mais il faut aller jusque Clermont. Donc je pense que la grande région, si je suis de nouveau présente, c'est cette proximité que je continuerai de défendre. D'accord. Aussi bien y compris sur tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, avec les maires des communes, c'est important aussi de les entendre. Très important. C'est important d'entendre nos concitoyens. Une élue, qu'est-ce qu'on lui demande, une élue politique? Pour moi, c'est défendre ses valeurs, bien évidemment, c'est pour ça qu'elle s'engage en politique, c'est défendre une certaine idée de la politique. Mais je crois qu'on demande aussi à une élue d'être efficace
avec ces valeurs-là. Voilà, d'apporter tout ce qu'elle peut apporter dans l'intérêt général au travers de ces valeurs politiques. Alors, on a bien compris, et tu viens de le dire, que si tu pourrais éventuellement te représenter, où ça en est, vous avez des discussions? Pour l'instant, les discussions sont en cours, donc tu ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus. Non, pas pour l'instant. En tout cas, tu es prêt à emboîter pour un autre mandat. C'est mon premier mandat, on va dire. En fait, le premier mandat, voilà. En tout cas, je te remercie, Marie-Claude. Merci à toi. C'est gentil. Merci à toi. D'avoir accepté de nous répondre.